Alors tout d'abord, nous parlons de la motricité. Il faut savoir ce qu'est la motricité avant de regarder les différentes voies qui la soutiennent. La motricité, il faut séparer déjà ces trois composantes. La composante volontaire, je veux prendre un objet, je veux dessiner quelque chose. La motricité automatique qui ressort par exemple de toute l'intonation, l'expression faciale pendant que vous parlez, la gestuelle automatique, gestuelle expressive, le ballon des bras pendant la marche, etc. Donc un ensemble d'automatismes. Et là déjà on est dans un autre système moteur que nous reverrons et qui touche le système extra-pyramidal, on verra, alors que le premier était le système pyramidal. Volontaire, pyramidal, extra-pyramidal, automatique. Et déjà, on sépare ces deux grands volets et les deux grands types de pathologies. Puisque le deuxième, qui touche la motricité automatique, c'est un des exemples de pathologie les plus connus, c'est bien sûr la maladie de Parkinson. Le troisième aspect, c'est la motricité réflexe. Alors là, je vais passer, parce que vous connaissez, et c'est pas vraiment notre intérêt. Avant de faire la motricité, il faut comprendre plusieurs grandes idées. D'abord, il n'y a pas de motricité correcte sans retour correct, c'est-à-dire sans sensibilité. Sensibilité et motricité sont intrinsèquement liés. Et il faut absolument des contrôles, des feedbacks. C'est le rôle des sensibilités. Donc vous verrez que dans les troubles qui touchent tout ce qui est sensitif, les lésions de la moelle, les lésions du pariétal, etc., on aura des troubles de la réalisation de cette motricité, du geste, de son contrôle, etc. Et enfin, il n'existe pas de système concentré sur le cortex, même si on va voir le rôle du cortex qui est important, nous allons voir des réseaux neuronaux, sur de véritables réseaux, qui font intervenir le cortex, les noyaux sous-corticaux, qu'on va voir donc dans le deuxième cours, ou le troisième cours, et puis bien sûr, toutes les grandes voies. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est à la fois regarder la voie pyramidale, donc c'est cette grande voie qui descend jusqu'à la moelle, ça sera la voie pyramidale. Après, on va voir le système du cervelet, donc on va le voir ensemble après. Et en troisième heure, on va voir les noyaux gris, comment les noyaux, via le thalamus, donc influencent le cortex. Voilà les trois grands volets. Alors vous voyez, c'est vraiment un véritable réseau pour assurer vraiment une belle motricité. C'est pas la voie pyramidale, la motricité volontaire. C'est beaucoup plus compliqué. Tout d'abord, on va regarder au niveau cortical les grandes définitions, les grandes régions qui seront intéressantes. Tout d'abord, on a une première région, on en a parlé, c'est le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, qui est situé surtout dans le pôle frontal, vous voyez les aires 9, 10, 11, tout ce qui est en avant, cortex préfrontal, c'est, comme on en avait déjà parlé, le lieu qui est important pour tous ces mécanismes d'attention, attention et mémoire de travail aussi d'ailleurs, mémoire de travail, voilà, et attention, stratégie, etc. Donc c'est vrai que même ces régions qui ne sont pas motrices directement vont influencer aussi la motricité. Par contre, beaucoup plus directement, nous allons voir l'aire prémotrice, la région prémotrice, qui est en avant du gyrus précentral. Voilà le gyrus précentral. Et en rose, vous avez la région prémotrice. La région prémotrice, c'est surtout l'aire 6, donc toute cette aire qui descend comme ça en avant, l'aire 6, en avant de l'aire 4. Voilà. Alors, cette région prémotrice, qu'on a bien indiquée ici, se continue sur la face interne du cerveau. Et à la face interne, on va l'appeler l'aire motrice supplémentaire, AMS, ce qui est indiqué ici, aire motrice supplémentaire. Ce sont des aires qui vont contribuer à la planification de la motricité, donc c'est tout à fait important. Enfin,
on arrive, mais là on l'a déjà vu, à l'aire motrice primaire, donc ça vous la connaissez bien, c'est toute l'aire qui correspond au gyrus précentral, bien sûr, voilà, en avant du sillon central, voilà, et ça c'est l'aire 4, hein, donc oui, il faudrait que je mette le sillon, ça c'est le fond du sillon, bon, peu importe, c'est le fond du sillon. Donc l'aire 4, le gyrus précentral, hein, c'est donc l'aire motrice primaire avec sa somatotopie, vous vous rappelez, motrice, hein, qui était répartie sur la face externe et la face interne. On va y revenir dans un instant. Voilà. Les grandes idées qu'il va falloir retenir sur le système de la motricité volontaire, ce sont les suivantes. Que d'abord, dans la motricité volontaire, donc la voie dite pyramidale, hein, la voie pyramidale, motricité volontaire, eh bien c'est un système à 2 neurones, tout simplement. Le premier neurone, c'est le neurone qui part du cortex cérébral et qui a pour cible la moelle ou bien le tronc cérébral. Bon. Donc ça, c'est le premier neurone, N1, le protoneurone, si vous voulez, dans certains bouquins. Ce neurone partant du cortex et allant vers la moelle ou vers le bulbe, enfin vers le tronc cérébral, pardon, ce premier neurone, il est central, système nerveux central. C'est donc un neurone pyramidal. Ceci signifie que toute atteinte de ce système nerveux central, toute atteinte de ce neurone pyramidal, entraîne un syndrome pyramidal. Un syndrome, donc, central. D'accord? Syndrome pyramidal. Le deuxième neurone de la voie, N2, est un neurone périphérique. Et c'est bien sûr le motoneurone. C'est le neurone qui sort de la moelle épinière, ou de la moelle spinale, ou bien qui sort du tronc cérébral pour un nerf crânien. Hein, c'est un nerf. Donc, il va donner les nerfs moteurs. Le nerf sciatique, le nerf trijumeau moteur, hein, le nerf moteur du trijumeau, etc., nerf facial. Bon, et ce deuxième neurone est purement périphérique. Cela signifie que l'atteinte de ce deuxième neurone va entraîner un syndrome neurogène périphérique qui est complètement différent. Puisque là, on va avoir une amyotrophie, hein, lorsqu'on a une lésion périphérique, le muscle va s'atrophier, amyotrophie. On va avoir des petites fasciculations sur le muscle caractéristiques, hein, des nervations. Hein. Puis on aura une aréflexie si jamais ce nerf est intéressé dans un réflexe. Donc ça coupe le réflexe s'il est lésé. Une aréflexie. Voilà, donc vraiment une paralysie flasque. Hein. Il n'y a plus rien, une amyotrophie, une paralysie flasque et éventuellement une aréflexie. Alors que dans le syndrome pyramidal, lui, là au contraire, bon, même si on a une hémiplégie, on a une hypertonie, hein, il y a une hypertonie pyramidale, hein, la spasticité, vous verrez le tonus dans le syndrome pyramidal, la spasticité qui est élastique, hein, qui est assez résistante. Donc ça, vous le ferez en sémiologie. Donc vous voyez, un système très simple, un neurone à l'intérieur du système nerveux qui va du cerveau jusqu'à la moelle, et son atteinte entraîne une atteinte pyramidale, un syndrome pyramidal, et un deuxième neurone qui sort ensuite du système nerveux, c'est le neurone périphérique, c'est le nerf, et là c'est le syndrome neurogène périphérique. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. Alors, d'autre part, vous savez qu'au cours de l'évolution, ce système va se myéliniser fortement, hein, et donc, malheureusement, il se myélinise un peu tardivement, puisque jusqu'à l'âge de 2 ans, il n'est pas encore complètement bien myélinisé. C'est pour cela qu'il y a un apprentissage de la marche, et qu'un enfant de 6 mois, il ne sait pas marcher, parce que son système n'est pas mature. Myélinisation, hein, jusqu'à à peu près l'âge de 2 ans. Voilà. Alors, nous allons donc étudier la voie pyramidale. La voie pyramidale, c'est 2 composantes. La voie pyramidale, le système pyramidal, c'est 2 composantes. La composante qui va cibler la moelle spinale, donc qui part du cortex et qui arrive à la moelle, cortico-spinale, et la deuxième composante qui part du cortex aussi, voilà, mais qui arrive, au lieu d'arriver au motoneurone de la moelle, il va arriver au motoneurone du tronc cérébral, c'est-à-dire les noyaux nucléaires, les noyaux... Ah, bah zut. Attendez. Il y a mon stylo qui a un souci. Donc, voilà, on va y arriver.
les motoneurones qui donnent les noyaux des nerfs crâniens. Donc c'est la voie cortico-nucléaire. Voilà, d'accord? Donc soit c'est un motoneurone de la moelle, on cible la moelle, les motoneurones de la moelle, et c'est la voie cortico-spinale, soit on cible les noyaux moteurs des nerfs crâniens, et c'est la voie cortico-nucléaire. Noyaux, moteurs, donc des nerfs crâniens, cortico-nucléaires. Alors, ce système paraît relativement simple et est assez étonnant quand même. Parce que quand je vous dis que le neurone pyramidal, il commence au cortex et il a pour cible, par exemple, la moelle spinale, ça veut dire que ce neurone qui fait peut-être 60-80 microns de diamètre, donc c'est un neurone, quoi, c'est tout petit, il peut avoir un axone qui fait 1 mètre de long, puisqu'il peut descendre jusqu'à la moelle sacrée, par exemple. Vous vous rendez compte, c'est absolument fantastique de voir comment une cellule peut entretenir ce dispositif, cet axone, hein, qui fait 1 mètre de long, alors que lui, il est microscopique. Hein. Alors, donc, on va commencer par regarder cette voie corticospinale. Premièrement, son origine. L'origine de la voie corticospinale, vue ici sur le Digital Anatomist, vous pourrez y jeter un petit coup d'œil parce que c'est une bonne. Je vous ai mis l'adresse. C'est une ressource intéressante. Eh bien, c'est avant tout sur l'aire motrice primaire, M1, donc le gyrus précentral. Vous savez qu'il existe une somatotopie, et cette somatotopie motrice est bien indiquée, puisque tout en bas, c'est les fibres de la face, donc on va marquer les fibres de la face, ou l'hémiface en tous les cas, voilà. Hein, voilà les neurones pyramidaux qui vont cibler les nerfs crâniens moteurs pour la face. Et là, qu'est-ce qu'on a comme nerf crânien moteur pour la face? On a le 7, le nerf facial, ou le noyau aussi du masticateur pour le trijumeau, etc. Voyez. Ensuite, vous avez au-dessus donc les commandes centrales ici pour la main. La main, alors dans la main, il y a des régions, parce que vous savez, vous avez les loges ténard et hypoténard qui sont très importantes, et elles vont vous permettre de faire des mouvements essentiels, notamment d'opposition, et donc réaliser la pince pouce-index, notamment. Donc c'est pour ça que tous les muscles de la main sont très très développés, et donc il y a beaucoup de neurones, du coup, qui commandent tous ces muscles. Hein. Donc une représentation assez disproportionnée dans le homunculus de Penfield. Hein, c'est une carte assez déformée, avec la langue, les lèvres, la bouche, tout ça très développé, la main très développée, là on fait des mouvements très fins, et puis après les régions du dos ou du bras qui sont assez peu développées, parce que là on fait beaucoup moins de mouvements en finesse. Et bien justement, en violet, juste au-dessus, on a ici le membre supérieur, le reste du membre supérieur, le tronc, hein, et voilà la représentation brachio-faciale au niveau de la face latérale, et la représentation à prédominance crurale, membre inférieur, pour la face interne, en couleur turquoise, membre inférieur à la face interne. Et rappelez-vous, tout à fait essentiel, que la face interne, elle dépend au point de vue vasculaire de l'artère cérébrale antérieure, et donc dans les déficits, les ischémies, les ischémies dans ce territoire entraînent une sémiologie plutôt crurale, hein, membre inférieur controlatéral, alors que l'artère cérébrale moyenne, on l'avait vu l'autre jour, eh bien, prend en charge la face latérale, d'où les déficits brachiofaciaux. D'accord? Donc vous voyez, ça c'est tout à fait important. Alors après, les voies qui viennent du cortex vont converger, je vous parlais de la couronne rayonnante. Voilà, regardez comment toutes ces fibres représentées en 3D ici ont l'air de converger vers les capsules, comme ça, un petit peu comme les tiges de fleurs dans un vase, hein, couronne rayonnante, et on converge vers les capsules, et notamment la capsule interne, le bras postérieur de la capsule interne, hein, et le genou pour la voie cortico-nucléaire. Donc là, c'est le bras postérieur surtout qui est important. Bien. Alors, donc, résumons, l'origine de la voie pyramidale, c'est d'abord la voie corticospinale, puisque pour l'instant je suis dans la voie corticospinale, hein. C'est l'aire motrice primaire, voilà, l'aire motrice primaire. Dans cette aire, ou l'aire 4 de Brodmann,
il y a quelques cellules géantes, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est 3-4%, vous voyez. Mais tout le monde en parle, vous les verrez dans tous les bouquins, les cellules de Betz, B-E-T-Z, qui sont des cellules géantes, qui font plus de 100 microns, hein, et tout à fait caractéristiques. C'est bien sûr dans la couche 5, vous vous rappelez, les couches pyramidales, c'est 3 et 5, et les couches profondes, c'est les couches qui se projettent loin. Donc la couche 5, hein, du cortex moteur primaire. Et je rappelle que, en plus de la somatotopie, ici on avait une petite région en bas qu'on avait appelée l'opercule rolandique, c'est la région de la représentation de la face, motrice en avant et sensitive en arrière, hein, ça communique, hein, c'est l'opercule. Voilà, c'est donc la région de la motricité de la face et de la sensibilité de la face en communication. Alors, cette origine va au-delà de l'aire primaire, au-delà de l'aire 4. Donc je vous mets origine centrale et plus. Ouais, plus. Alors qu'est-ce qu'on a? En fait, non seulement l'origine de la voie pyramidale vient de l'aire 4, mais aussi de l'aire 6, l'aire prémotrice, et de l'aire motrice supplémentaire, AMS, mais aussi de la région pariétale. La région pariétale, qui envoie des fibres qui descendent vers la moelle. Alors vous me direz, bon, c'est pas vraiment des fibres très motrices, mais plus des fibres de contrôle. Mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez que l'origine, c'est le gyrus précentral, aire motrice, primaire, plus des régions en avant et des régions en arrière. En avant, primoteur, en arrière, pariétal. Voilà, donc pour retenir l'essentiel. Le trajet, à partir de cette origine corticale, eh bien, on a vu que juste en dessous du cortex, les fibres convergent et toute la substance blanche qui est ici au milieu, sous le cortex, c'est la couronne rayonnante, corona radiata. On avait vu en coupe axiale, d'ailleurs, j'ai vérifié tout à l'heure, les coupes sont publiées sur, on est à jour hein, sur le IA, donc vous avez tout est publié, le PDF avec les coupes axiales et sagittales sont à votre disposition. Donc la couronne rayonnante, c'est la substance blanche sous-corticale. On continue, la voie corticospinale descend, comme on le voit très bien ici, et elle va finir par atteindre les capsules. Alors regardez, là dans la couronne rayonnante, là on voit bien, dans la couronne rayonnante, hein, sur le plan anatomique, donc toute cette convergence vers les capsules. Bon, on va passer. Ensuite, vous regardez sur une coupe axiale. La coupe axiale, elle est très importante, parce que la coupe axiale, elle va vous montrer le thalamus, l'avant, l'arrière, c'est une coupe axiale. Ici, au milieu, le troisième ventricule. Là, c'est le thalamus. Thalamus, voilà. Le noyau lenticulaire, plus en dehors, avec le putamen et globus pallidus, noyau lenticulaire. Le noyau codé, NC, plus là, qui est en dehors du ventricule. Donc là, on a le ventricule. VL, ventricule latéral, c'est la corne frontale du ventricule. Maintenant, vous avez l'habitude. Et le noyau codé de l'autre côté, etc. Bon. Donc, vous voyez qu'on peut parfaitement définir la capsule d'avant en arrière sur cette coupe. Hein, et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux voies. La voie corticospinale, CS, corticospinale, qui chemine ici dans le bras postérieur. Alors, je vais changer de couleur, ça sera mieux. Dans le bras postérieur, entre le bloc thalamo-codé et le lenticulaire. Voilà. Hein. Et puis, vous avez ensuite le noyau lenticulaire, et lui, le noyau. Vous avez ensuite la voie corticonucléaire, qui est là, celle qui va commander les nerfs crâniens, hein, nerfs crâniens de la face. Donc, ici, elle est située dans le genou, voilà, dans le genou de la capsule interne. Parce qu'après, après c'est simple, il y a le bras antérieur de la capsule qui est plus en avant. Hein, c'est une coupe horizontale, une coupe axiale. Hein. Donc, si vous faites une coupe coronale sur la capsule interne bras postérieur, par exemple, hein, je vais faire une coupe, je me remets en rouge comme ça, puis je prends un plan tout à fait banal, par exemple ce plan-là, voilà. Eh bien, à ce moment-là, j'ai la coupe coronale qui est ici, coronale, et là, tout le long, de haut en bas, cette fois-ci,
c'est que le bras postérieur, là. Vous voyez, c'est la coupe ici. Je prends le bras postérieur qui est en train de descendre d'ailleurs, hein, et on a toutes ces grandes voies cortico-spinales, pardon, qui sont en train de descendre pour aller vers le tronc cérébral, puis vers la moelle spinale ensuite. D'accord? Voilà. Donc, vous retenez bras postérieur de la capsule interne. Or, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que ce bras postérieur est pris en charge, entre autres, par l'artère cérébrale moyenne. Et donc, dans les ischémies profondes, ces fameuses artères, vous vous rappelez, non anastomosées, perforantes, du trajet basal de l'artère cérébrale moyenne, artère putamino-capsulocodée, eh bien, c'est le territoire, entre autres, c'est le territoire, donc, de l'artère cérébrale moyenne. Donc, c'est vrai que dans un infarctus profond, on pourra avoir une hémiplégie, hein, qui est liée à l'atteinte de la capsule interne. Alors, on continue, et voilà, en IRM, comment ça se présente? La même coupe axiale qu'on a vue tout à l'heure, où vous voyez le thalamus, à droite et à gauche, j'en fais qu'un seul, le noyau lenticulaire avec sa partie très pâle et sa partie foncée, c'est-à-dire le putamen, ben voilà, je fais la différence entre les deux, le putamen en dehors, globus pallidus, le noyau codé que vous voyez parfaitement ici, voilà, et bien sûr, la capsule interne, bras postérieur et genou, voilà, au milieu. D'accord? Donc c'est exactement ce que vous voyez là, hein, en IRM. Alors ensuite, donc là, évidemment, s'il y a une ischémie, on le verra parfaitement. Alors, après, c'est toujours le même axone, hein, c'est un seul axone, enfin un seul, il y en a plus qu'un, mais hein, c'est le même axone qui est parti. Le corps cellulaire, il est là-haut dans le cortex, et l'axone est en train de descendre. Il a croisé la corona radiata, il a croisé les capsules internes, et maintenant il va continuer de descendre dans le tronc cérébral. Et là, donc, d'abord le mésencéphale. Pour vous, ça doit être évident maintenant, vous savez que toutes les voies de la motricité qui descendent, hein, de type pyramidal, descendent toujours dans le pied, en avant du tronc cérébral, enfin dans la partie antérieure du tronc cérébral, le pied. Donc ici, vous vous rappelez que le pied du mésencéphale, il est limité par le locus niger. Locus niger, on va en avoir besoin tout à l'heure. Et donc c'est en avant du locus niger, dans le tiers moyen du pied. Hein. Alors je vous ai mis le terme de crus cerebri, qui est le terme latin de cette région du pied du mésencéphale. Hein. C'est pareil, c'est le crus cerebri. Voilà. Donc la voie pyramidale descend donc en avant dans le mésencéphale. On voit ici les coupes correspondantes à l'histologie. Malheureusement, ce n'est pas une vue que j'ai faite moi-même, donc du coup, elle est à l'envers, hein, cette fois-ci. C'est-à-dire l'arrière et l'avant, c'est plus du tout dans mon sens à moi. Arrière et avant. Et on voit une coloration de la myéline. Vous voyez, c'est très intéressant ici. C'est l'histologie, coloration de la myéline. Alors quand c'est blanc, c'est pas coloré parce qu'il y a plein de corps cellulaires, il n'y a pas beaucoup de myéline. Et quand c'est noir foncé, ça veut dire que là en avant, là, il y a plein de fibres qui descendent. C'est très noir, plein de fibres. La myéline est parfaitement colorée. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez les noyaux rouges qui sont là. Alors eux, ils sont bizarres parce qu'ils ont l'air un peu colorés, pas mal colorés. Parce qu'ils sont traversés de plein de fibres, en fait. Hein, et on les verra, lesquelles, tout à l'heure. Elles viennent du cervelet, notamment. Voilà. Bon, bref. Nos axones continuent leur descente. Couronne rayonnante, capsule interne, pied du mésencéphale. Évidemment, elles vont poursuivre dans le pont. Voici en imagerie et en anatomie le pied du mésencéphale en avant du locus niger, le locus niger en noir, locus niger, bien sûr, et du coup, la voie qui descend dans le pied du mésencéphale. En IRM, vous voyez que le locus niger, c'est pas évident, il est quelque part par là. Cette séquence est vraiment pas idéale et pas très bonne pour voir le locus niger, mais en avant, c'est plus blanc. Donc là, on a vraiment le signal de la substance blanche très dense, qui est la substance blanche des voies de la motricité, qui descend. On continue, et on arrive au pont. Les mêmes axones se poursuivent. Vous vous rappelez que dans le pont, on descend dans le pied du pont, et la voie pyramidale, elle est là et là, droite et gauche, elle descend. Simplement, au niveau du pont, comme on le voit, elle est dissociée par les noyaux du pont.
Alors ces noyaux du pont, j'en ai un petit peu parlé. J'avais dit que les noyaux du pont vont fournir les fibres ponto-cérébelleuses qui forment le pédoncule cérébelleux moyen. Voilà, il y a le noyau du pont, comme ça, et leurs fibres ponto-cérébelleuses qui forment les pédoncules cérébelleux moyens. Noyau du pont qui donne les fibres ponto-cérébelleuses. Voilà. Et c'est ça, là, qui donne toute la caractéristique du pont. Parce que d'habitude, c'est très vertical, le tronc cérébral en avant. C'est que les voies descendantes en avant. Mais là, juste au niveau du pont, il y a toutes ces fibres horizontales, les fibres ponto-cérébelleuses. Hein, et c'est ce qui donne l'aspect volumineux et ventru et transversal du pont, tout à fait caractéristique. Donc on continue la descente. Là, quand on arrive dans le bulbe, au niveau de l'IRM, bon, bah, c'est facile, on a déjà vu, hein, les pédoncules cérébelleux moyens de chaque côté, PCM, et puis le pont, sa partie antérieure dans laquelle il y a les voies de la motricité. Ben, on voit rien. Là, on voit pas les voies de la motricité. Si jamais on les voyait, ça serait pas bon du tout. C'est que parfois, quand on a une ischémie, on a une lésion corticale là-haut. Il y a une dégénérescence antérograde, les axones dégénèrent. Et à ce moment, dans le pont, on va voir à la place du signal normal, on va voir un hyposignal en T1 qui montre la place des neurones dégénérés de la voie pyramidale. Mais là, c'est pathologique, si on les voit. D'accord? Donc, je vais passer. La descente se poursuit et on arrive dans la moelle allongée, dans le bulbe, la moelle allongée. Vous vous rappelez que dans la moelle allongée, lorsque toutes les fibres ont bien descendu, eh bien, elles forment la pyramide bulbaire. Donc, pyramide bulbaire, en avant, pyramide bulbaire, voilà. Bon, donc c'est facile, hein, c'est toujours en avant, c'est la pyramide. Et là, on arrive à un point fondamental. C'est que à la jonction entre bulbe, enfin moelle allongée, et moelle spinale, à la jonction entre les deux, il y a la décussation des pyramides, donc ça c'est fondamental, décussation des pyramides, donc dans le bulbe bas, enfin la moelle allongée basse, bulbe bas, hein, moelle allongée, voilà, Emma, moelle allongée basse. Donc voilà, pour l'instant, la voie elle était droite, par exemple, elle descendait à droite, cortex droit, couronne rayonnante droite, capsule interne droite, etc., jusqu'à la pyramide droite, pyramide bulbaire. Et puis, juste au-dessus de la moelle, tac, la voie droite passe à gauche, décussation, et vice-versa. Et c'est donc la clé pour bien comprendre les lésions après. Hein, c'est donc la lésion, elle est au-dessus ou en dessous de cette décussation. Voilà. Voilà la décussation qui est montrée. Les fibres sont en train de descendre du pont et du mésencéphale et du pont. Et puis, tout d'un coup, à la jonction avec la moelle spinale, il y a 90% des fibres vont croiser la ligne médiane, décussation des pyramides, et former la voie. Donc, or je mets à peu près, hein, 90 c'est à la louche, donc c'est l'immense majorité, forme la voie cortico-spinale croisée. Donc CSC, croisée. Et 10% vont rester directs et vont former la voie cortico-spinale directe. CSD, cortico-spinale directe. Elle est en pointillé ici, elle est en train de descendre, toujours du même côté, direct. Elle n'a pas encore croisé la ligne médiane, CSD. Et là, c'est la CSC, croisée. Alors, comme on est à la jonction entre la moelle allongée, enfin le bulbe, et la moelle spinale, nous voyons apparaître deux voies maintenant, la voie croisée, la voie directe. Et ces voies descendent dans la moelle spinale. Regardons où. Bon, là, au niveau du bulbe, c'était l'IRM qui montrait la pyramide bulbaire, donc je vais passer.
Et voilà. Et on regarde au niveau de la moelle spinale. Alors, au niveau de la moelle spinale, eh bien, la première voie qui avait croisé la ligne médiane, la voici, qui est en train de descendre dans, ici, le cordon latéral. Donc, TCSL, bon, c'est peut-être pas très heureux. T, c'est tractus, c'est faisceau, en fait. Hein. Je suis désolé, c'est pas bien d'avoir fait ça. Tractus ou cortico-spinal latéral. Voilà, latéral. Ça, c'est la voie pyramidale croisée, hein, cortico-spinale croisée. Donc, vous voyez qu'il descend, ici, ce faisceau croisé, il descend dans le cordon latéral. Et je vous rappelle que c'était le plus important. L'autre, on va en parler, mais vous allez voir cliniquement, c'est pas vraiment le problème. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une lésion du cordon latéral, on va avoir un déficit sous-jacent. C'est ça qui est important. Dès que vous avez une lésion à un segment donné de la moelle, tout ce qui est en dessous n'est plus commandé. Alors ça va être une hémiplégie ou une mono. Un hémi, si c'est haut, il y a le bras, le membre sup et le membre inf. Si c'est plus bas, par exemple une lésion thoracique, eh ben vous aurez une monoplégie, un déficit juste sur un côté, avec syndrome pyramidal, évidemment. Hein, c'est un syndrome pyramidal qui touchera soit les deux membres, membre sup, membre inf, soit uniquement le membre inf. Bon, voilà. Alors que se passe-t-il pendant cette descente dans le cordon latéral? Eh bien, au fur et à mesure qu'il descend, hein, cette voie descend, eh bien, on va voir que certaines fibres, en descendant, se terminent sur des colonnes de motoneurones, que je vous ai dit que dans la lame 9, ici, c'est la corne ventrale, les motoneurones n'étaient pas organisés en lames, mais étaient organisés en colonnes, et vous aviez la colonne du biceps, la colonne du triceps, la colonne de chaque muscle, hein, donc par colonne de motoneurones. Et on va s'apercevoir qu'il y a une répartition, une somatotopie, c'est-à-dire que vous avez les colonnes les plus internes et les colonnes les plus externes. Les colonnes les plus internes, médiales, c'est celles qui vont cibler les muscles proximaux et axiaux, les muscles du dos. Donc ça va être tout ce qui est statique, hein, la posture. Vous voyez. Par contre, tous les motoneurones, les colonnes de motoneurones qui sont plus en dehors, ici, voilà, donc elles ont pour cible les muscles distaux. Or, ces muscles distaux, qu'est-ce que c'est? C'est les muscles de la main, et donc c'est une motricité très précise. Motricité très précise, très fine, très rapide. C'est ça la motricité distale. Donc on oppose bien deux systèmes. Un système moteur axial pour les muscles du dos, hein, et les racines, donc c'est vraiment de la posture. Et puis un système distal, de commande distale, très fin, très rapide, pour les muscles de la main. Voilà. Donc, voilà pour cette voie cortico-spinale. Alors bien sûr, la voie cortico-spinale latérale, hein, je vais marquer cortico-spinale latérale, elle cible les motoneurones latéraux, ceux qui permettent de faire la motricité très fine, très distale, motricité de la main. Par contre, si j'en arrive maintenant à la voie directe, qu'est-ce qu'elle fait la voie directe? Cortico-spinale, donc ventrale, c'est pareil, hein, elle est directe, égale directe. Voilà. Donc celle qui n'a pas croisé, là. Eh bien, celle qui n'a pas croisé, à chaque étage, elle va croiser. Donc elle va croiser. En fait, elle croise pas totalement, puisque elle donne aussi des projections ipsilatérales, homolatérales. Bon, donc c'est normal, hein. C'est plus une motricité bilatérale, parce que c'est plutôt la posture, hein. Alors, ces fibres qui croisent, elles vont, ou qui ne croisent pas d'ailleurs, elles ont pour cible, bien sûr, les colonnes de motoneurones les plus internes, celles destinées à la musculature axiale. D'accord? Ce qu'on vient de dire tout à l'heure, et c'est ce que je représentais ici par cette flèche
qui montre la projection sur les populations de motoneurones les plus internes destinées aux muscles axiaux et proximaux. D'accord? Voilà. Donc c'est assez simple. Donc in fine, votre voie pyramidale, elle a quand même croisé. Soit elle a croisé au-dessus de la moelle, soit elle croise à chaque segment pour les 10% restants, la voie directe qui continue du même côté et qui à chaque étage croise quand même pour cibler les muscles axiaux. Voilà. Mais comme vous le voyez, elle ne croise pas totalement. Bien. Ça va? C'est clair? Hein? Donc vous retenez bien qu'en cas de syndrome pyramidal, hein, lésion de la moelle, de l'hémimoelle, hein, c'est effectivement un syndrome pyramidal complet sous la lésion, hein, soit fort, soit uniquement le membre inf si la lésion est plus basse au niveau thoracique. Voilà. Ça, c'était la voie cortico-spinale, d'accord, dans la voie pyramidale. C'était donc bien la voie qui avait pour cible les motoneurones, hein, de la moelle spinale et qui commençait dans le cortex, aussi bien sur la face latérale que la face médiale. Ça dépendait si on voulait cibler le membre supérieur ou si on veut cibler le membre inférieur. Hein. Membre inférieur étant commandé par la face interne du cerveau, la face interne du cortex. Alors voyons maintenant la voie cortico-nucléaire, c'est-à-dire celle qui démarre de l'aire motrice primaire et qui a pour cible les noyaux moteurs des nerfs crâniens. Vous avez bien compris que les noyaux moteurs des nerfs crâniens équivalent tout à fait aux colonnes motrices du biceps, du triceps, etc. dans la moelle. C'est la même chose. C'est des colonnes de motoneurones. Sauf que là, ces colonnes de motoneurones, elles commandent la face, les masticateurs, etc. Hein, et c'est vraiment de la même nature. Donc, quelles sont simplement les différences? Puisque le trajet est le même. L'origine corticale, le trajet dans la couronne rayonnante, le trajet dans le tronc cérébral en avant, toujours en avant, dans le pied, tout ça c'est pareil. Quels sont vraiment les points qui différencient la voie cortico-nucléaire par rapport à la voie cortico-spinale? C'est d'abord son origine. Son origine, il est clair que vous connaissez la somatotopie motrice sur le cortex moteur. Vous savez que la commande de la face, elle est bas située, donc dans la région de l'opercule, opercule central, ou rolandique, hein, c'est pareil. Donc dans la région de l'opercule. C'est par rapport à l'hémisphère, par rapport à l'hémisphère, donc là, je suis en mode, voilà, par rapport donc à l'hémisphère, tiens, c'est marrant ça. J'essaye de vous faire un petit dessin, voilà. Ok, hop, 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 c'est joli, hein. Voilà. Bon, c'est pas grave, voilà. Donc ici, je rappelle que sur la face externe, en coupe coronale, c'est brachiofacial, et sur la face interne, c'est la représentation du membre inférieur. Et enfin, dans la partie plus basse, je n'ai pas fait l'insula, c'est idiot. Voilà. Dans la partie plus basse, c'est la représentation de la face. Voilà. Deuxièmement, la voie cortico-nucléaire emprunte le genou de la capsule interne. Hein, genou de la capsule interne, donc elle est plus en avant du bras postérieur. Et enfin, je vous ai résumé ici toutes les cibles. Alors, quels sont les nerfs crâniens qui sont moteurs? Premièrement, les nerfs crâniens destinés à l'œil, oculomotricité. Alors ici, vous avez le 3, le 4, le 6. Voilà. Or, on s'aperçoit que les projections sont pas forcément contralatérales. Bon, globalement, vous, ce que vous allez retenir, je crois quand même l'essentiel, c'est que les projections au noyau des nerfs crâniens sont à prédominance contralatérale, prédominance croisée. D'accord? Vous retenez ça. En réalité, comme vous l'avez vu déjà dans la voie pyramidale, on s'aperçoit que c'est pas si tranché que ça. Comme dans la voie pyramidale directe, corticospinale directe, il y avait des projections doubles.
Bon, et bien là, c'est un petit peu pareil. Hein. Mais l'essentiel à retenir, parce que la sémiologie nous le montre, c'est que quand on a une hémiplégie liée à l'atteinte de la face externe, on a bien un déficit brachiofacial, mais facial aussi. Hein. Donc, une projection à prédominance croisée, le 3 et le 4 et le 6 sont les noyaux donc destinés aux muscles oculomoteurs. Ensuite, le masticateur, donc ici, c'est le 5, par le biais donc de son rôle masticateur, nerf trijumeau, 5. Ensuite, évidemment, les nerfs mixtes. Et vous l'avez tous remarqué, parce que j'ai eu des questions, on dit c'est bizarre, vous mettez le 9, le 10 et le 11 dans les nerfs mixtes. Mais le 11, il n'est pas mixte du tout, puisqu'il n'est pas sensitif, il est moteur. Alors c'est vrai, hein, c'est le 9 et le 10. D'ailleurs, la preuve, c'est que ici, donc, je les ai un peu séparés. Donc le 9 et le 10. Voilà. Donc là, ils sont moteurs, bien sûr, pour le carrefour pharyngo-laryngé, vous vous rappelez. Hein. Et le 11, là, c'est un vrai moteur, un moteur pur. Donc, le 11 pour le sternocléidéo-mastoïdien et le trapèze, vous vous rappelez. Ce noyau. Alors le 9, 10, 11 moteur, ils sont, tous les motoneurones sont regroupés dans un même noyau, le noyau ambigu. Hein, c'est la colonne branchiale, vous vous rappelez. C'est pour ça que dans un Wallenberg, c'est embêtant, parce que le noyau ambigu, il est pris dans le territoire. On l'a fait la dernière fois. Hein, 9, 10, 11. C'est les motoneurones, il contient l'ensemble des motoneurones. Je vais vous le mettre, le noyau ambigu, sur ce dessin. Regardez, noyau ambigu. Ici. Ça, c'est 9, et tous les motoneurones du 9, du 10 et du 11, qui sont situés dans le noyau ambigu. Alors que, par exemple, ici, j'ai le noyau du 12, c'est bien indiqué, avec le nerf 12 qui sort, d'ailleurs. Voilà, le noyau du 12. D'accord? Bon, évidemment, je ne peux pas vous montrer le 6, parce qu'il faudrait une coupe du pont. Ou ni le 3, ni le 4, parce qu'il faudrait une coupe du mésencéphale. Hein, 2 coupes même, du mésencéphale. Par contre, je peux vous montrer le noyau du 12, puisqu'on l'a dessiné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le noyau du 12 dans le plancher du 4e ventricule. Voilà. Donc, une origine basse dans le cortex moteur, à la face latérale. Une somatotopie donc bien particulière. Un trajet particulier parce que cette voie traverse le genou de la capsule interne, et une cible particulière, tous les noyaux moteurs des nerfs crâniens à prédominance contralatérale. Je vais juste vous détailler une petite particularité anatomique, parce que cliniquement, elle va vous servir. C'est la projection de la voie pyramidale, corticonucléaire, sur le noyau du 7. Alors, le noyau du 7, vous voyez, je l'ai séparé en 2 composantes. Ça, c'est un noyau du 7 supérieur, en quelque sorte, partie supérieure. Et là, en bas, une partie inférieure. Et là, on a le nerf 7, le nerf, et vous vous rappelez que le nerf, c'est là, il assure la motricité de l'hémiface homolatéral. Hein? Bon. Vous savez tous qu'une paralysie faciale, ça se voit à 4 mètres, hein. Le sujet, il est comme ça, il y a la bouche de travers. Alors, bien sûr, la bouche, elle n'est pas déviée du côté malade, évidemment, puisqu'il n'y a pas de raison. C'est simplement que du côté paralysé, il y a une paralysie flasque, donc c'est complètement atonique. Et de l'autre côté, il y a un tonus normal. Donc cette asymétrie de tonus fait qu'il y a une déviation de la bouche vers le côté sain au repos. Déviation vers le côté sain. Et le côté paralysé est complètement flasque. Et de même pour les paupières, enfin pas pour les paupières, hein, pour l'œil, où vous avez donc une absence de clignement des paupières. Tous les orbiculaires sont complètement paralysés. Ça veut dire que le sujet risque une kératite, risque d'avoir des lésions de la cornée, hein, parce que la cornée n'est pas lubrifiée par un film lacrymal suffisant. Et à ce moment-là, la cornée va se dessécher, va se léser. On peut avoir des lésions irréversibles. C'est pour ça qu'il faut, en cas de paralysie du 7, se méfier, hein, de ce problème, et puis mettre des gouttes qui vont permettre de maintenir
une trophicité normale de cette cornée. Alors, comment ça marche? Tout d'abord, un territoire supérieur, donc qui va toucher les orbiculaires au niveau des yeux, hein, ce qui va permettre d'ouvrir, vous voyez, d'ouvrir, de fermer, hein, donc vos paupières. Ensuite, vous avez en bas un territoire inférieur. Et on s'aperçoit que l'innervation par la voie centrale, la voie cortico-nucléaire pyramidale, hein, elle est bilatérale. Regardez, par exemple, ça c'est la voie droite, et ça c'est la voie gauche, on regarde le sujet en face. Hein. Eh bien, la voie droite et la voie gauche vont converger, toutes les deux, projection bilatérale, sur les noyaux supérieurs. Par contre, la commande de la partie inférieure, ici, du 7, elle est uniquement réalisée par la voie contralatérale, donc la gauche pour la droite. Okay. Si vous avez une lésion gauche ici, que se passe-t-il? Eh bien, dans le territoire supérieur, il y a toujours une commande centrale réalisée par l'autre voie pyramidale, la bleue. La rouge, elle n'assure plus, mais la bleue, elle continue, la droite. Donc, il n'y a pas, dans le cas d'une atteinte centrale, il n'y a pas de paralysie dans le territoire supérieur de la face. Donc, l'œil peut se fermer normalement, pas de paralysie dans le territoire supérieur. Par contre, puisque ici, il n'y a plus rien, il n'y a plus de commande qui passe, eh bien, il n'y a plus de commande dans le territoire inférieur. Et il y a une paralysie uniquement dans le territoire inférieur. Le sujet a la bouche déviée du côté sain, mais au niveau des yeux, il n'y a pas de problème. Territoire supérieur conservé. Voilà. Alors, ça c'est une paralysie centrale. Si, maintenant, il a une paralysie périphérique, ici, vous allez comprendre que, par exemple dans le rocher, hein, ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle la paralysie faciale affrigorée. C'est-à-dire que on pense qu'il y a un peu d'œdème, hein, pour différentes raisons. Hein. Il y a un peu d'œdème au niveau du canal facial, et du coup, ça gêne la conduction électrique, et il y a une paralysie dans le facial. Voilà. Eh bien, ça c'est dans le rocher. Hein. Alors là, il n'y a plus de raison que les deux territoires, enfin un des deux territoires continue de fonctionner. Là, c'est un arrêt total. Hein. Donc la paralysie faciale périphérique, elle est complète. Paralysie faciale périphérique, elle est totale, complète. Territoire supérieur, paralysie faciale périphérique, P, elle est totale. Territoire supérieur, territoire inférieur. Alors que, ici, la paralysie faciale centrale, elle prédomine uniquement sur le territoire inférieur. Et si vous avez un doute, eh bien, vous racontez une bonne blague au patient, et au lieu, alors il va rire, mais le rire n'étant pas quelque chose de volontaire, mais réalisé par les systèmes de motricité automatique, qui eux ne sont pas du tout commandés par la voie pyramidale, hein, c'est la réticulée qui va prendre le relais, eh bien, s'il va rire, il va avoir une symétrie normale, tout à fait normale. C'est ce qu'on appelle la dissociation automatico-volontaire. Dissociation automatico-volontaire. Ça, c'est un bon moyen, si vous trouvez une bonne petite blague, hein, et clac, à ce moment-là, effectivement, il aura le rire tout à fait symétrique. Vous voyez, c'était réflexe. Voilà donc ces bases, ces corrélations anatomo-cliniques très importantes pour comprendre. En conclusion, les grandes idées qu'il faut retenir. 1. Cette opposition entre les voies centrales et la voie périphérique. Hein, puisque vous avez vu que les syndromes sont très différents. Un syndrome pyramidal et un syndrome neurogène périphérique n'ont rien à voir, sont opposés. Il y a un neurone central et un neurone périphérique dans cette voie, hein, et avec une sémiologie totalement opposée. 2. Se rappeler des topographies vasculaires. Vous vous rappelez que quand on connaît les territoires de la cérébrale antérieure ou de la cérébrale moyenne, on a la sémiologie des ischémies qui correspond. Ischémie soit superficielle,
soit profonde, soit totale. Hein? Rappelez-vous, donc, il faut bien connaître ces territoires pour comprendre la sémiologie. 3. Vous retenez où est la décussation de la pyramide, puisque une lésion au-dessus de la décussation entraîne un déficit opposé, contralatéral, évidemment, parce que l'information descend, croise et passe de l'autre côté, donc le déficit est de l'autre côté. Par contre, si la lésion elle est en dessous de la décussation, comme les lésions médulaires, à ce moment, on a une sémiologie homolatérale, ipsilatérale. D'accord? Parce que là, la voie, elle descend, et puis ce qui est en dessous n'est plus commandé, mais elle ne recroise pas. Elle a déjà croisé. Hein? Donc, c'est tout à fait important. Et enfin, savoir différencier une paralysie faciale. Hein, pourquoi il y a une différence entre la paralysie faciale centrale et périphérique. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut connaître, sur cette grande voie de la motricité. Bon. Donc après, évidemment, vous avez tout le support clinique de ce que je vous ai déjà fait, hein, lié à cette grande descente. Je rappelle effectivement qu'une lésion de la voie pyramidale, c'est pas localisateur. Quand vous avez un syndrome pyramidal, ça peut être n'importe où. Ça peut être lié à une atteinte corticale, une atteinte dans la couronne rayonnante, bon ça c'est rare, dans la capsule interne, c'est possible, dans le pied du tronc cérébral, etc. Et lorsque vous avez une paralysie du nerf crânien associée dans les fameux syndromes alternes, immédiatement, je vous rappelais, on localise mieux la lésion. 12 bulbaire, 6 pontique, 3-4 mésencéphalique. Hein? Donc, la sémiologie est très importante pour localiser ici ces lésions. Bien, je vais arrêter là avant de passer à un chapitre assez difficile, donc je ne vais peut-être pas faire une pause trop longue.